Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre d'histoire, histoire-archéologie on va dire. C'est un sujet que je voulais reprendre depuis un long moment. J'ai lu déjà pas mal de livres sur le sujet, mais alors je dois avouer que ça fait très longtemps. Je ne me suis pas tenu particulièrement au courant des recherches, et de toute façon c'est un domaine qui est très compliqué, vous allez comprendre pourquoi après. Et en fait je me suis dit qu'il fallait que je me replonge sur ce sujet que j'avais vaguement abordé, enfin si j'avais, pour dire vrai, j'avais étudié un peu ça il y a très longtemps à l'université, ça commence à dater. Et donc c'est un sujet qui va parler de la Mésopotamie. Alors voici le livre, donc c'est un livre de Georges Roux, La Mésopotamie, tout simplement. Voilà. Donc c'est un livre qui a été édité plusieurs fois, et là cette édition date de 1995, donc elle commence à dater. C'est chez Point, un livre de poche, classique. Je pense qu'on doit trouver certainement des livres plus récents. Moi, je voulais une synthèse faite par un bon professionnel, Georges Roux. C'est un assyriologue très, très connu, il a fait beaucoup de travaux sur le sujet. Et donc, je me suis dit que, comme base de départ, pour reprendre tout le sujet, ce serait pas mal. Après, je pense qu'effectivement, il y a sans doute des livres plus récents, je crois qu'il y a des collectifs qui existent. Mais je verrai ça plus tard. Là, je voulais reprendre à zéro le sujet. Je vous disais, j'avais étudié ça un petit peu il y a des années à l'université. J'avais eu un professeur assez exceptionnel, Jean-Paul Talman, qui était un historien archéologue à l'université de Paris 1, et il travaillait sur le site de Tel Arqa au Liban. C'était un homme assez passionnant à écouter, érudit. Je me rappelle avoir eu pas mal de conversations avec lui après les amphis, et je me souviens également qu'il m'avait dissuadé de travailler dans ce domaine mésopotamien au sens large, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de crédit. Bon, on pourrait dire ça de toute l'archéologie en réalité, mais je me rappelle très bien. Donc cet homme était vraiment passionnant. J'adorais ses cours, c'est parmi mes meilleurs souvenirs d'université. Il est décédé en 2017, c'est l'occasion de lui rendre un bref hommage. Toujours est-il que c'est vrai que ce sont des hommes passionnants qui donnent envie comme ça de travailler sur certains sujets. Et j'ai toujours gardé une affection particulière pour la Mésopotamie, pardon. Et là, c'était l'occasion de me replonger dedans. Donc je vous disais, j'ai choisi ce livre parce que je ne voulais pas mettre trop cher dans un livre. Celui-ci, je l'ai eu d'occasion, et il avait une très bonne presse, de très bonnes critiques. Je me suis dit, on va se lancer pour reprendre, et je verrai plus tard. J'aurais bien aimé un bouquin avec des illustrations, avec des photos, avec beaucoup de plans. Si ma mémoire est bonne, il doit y avoir quelques plans, je n'en suis même pas certain. Il y a une grosse bibliographie, très importante, hein. Regardez la bibliographie, le livre fait 460 pages de texte, ou 470 pages, et on a jusqu'à la page 545 de la biographie, donc on en a vraiment beaucoup. On a quelques tableaux chronologiques à la fin qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble. Non, en fait, c'est un faux souvenir. Il n'y a pas vraiment de plan ah si, il y a quelques plans, quelques planches, bah, à peine. Donc toujours est-il que j'aurais bien aimé, parce que sur ce genre de sujet, c'est intéressant parfois de voir les objets archéologiques, tous les artefacts qui sont montrés, notamment toutes les tablettes sumérienne, avec cette écriture particulière, le cuneiforme, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça aurait été sympa. Mais bon, évidemment, c'est un livre qui a une somme d'informations vraiment importante. Je ne vais pas lui tenir rigueur en livre de poche de ne pas avoir d'illustration. Ce sujet sur la Mésopotamie, il est intéressant parce que il est souvent délaissé par rapport à l'Égypte ancienne. Je ne suis pas un ennemi de l'Égypte ancienne, mais ce sujet de l'Égypte ancienne est surmédiatisé depuis trop longtemps, et la Mésopotamie, elle est sous-médiatisée, alors que les Égyptiens, comme d'autres cultures, doivent énormément à la Mésopotamie.
que ce soit pour évidemment l'écriture, c'est eux qui ont inventé l'écriture, pour la technique, pour l'agriculture, également pour finalement la religion, la mythologie, beaucoup de choses mésopotamiennes ont traversé le temps à travers d'autres religions. Et donc c'est un peu injuste de ne pas se passionner pour la Mésopotamie. Ils ont inventé des règles, on en reviendra tout à l'heure, des codes de société. Et ils ont inventé ce système de cité-État. Donc on va parler tout au long de ce livre des cités-États. Les cités-États, ce sont des villes qui sont parties ex nihilo, à partir de petits villages qui se sont bien implantés dans des lieux stratégiques, souvent près des fleuves, près des points d'eau. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des zones semi-désertiques. Et donc, on a cette progression et petit à petit, on a des villes qui deviennent importantes avec des milliers, des dizaines de milliers d'habitants et qui deviennent des cités indépendantes avec des gouvernements indépendants. Et il faut garder en mémoire deux choses importantes. Ces cités-États vont être un bassin de civilisation, véritablement. Ça va émerger en 2000 avant Jésus-Christ, 2500, 1700 pour le fameux code d'Hammurabi, j'en reparlerai tout à l'heure. Et un autre point important à retenir, c'est qu'on va avoir une succession de conflits presque permanents. Tout le monde se fait la guerre. Toutes les cités se font la guerre, il y a des prises de possession, des mises en esclavage, ce qu'on appelle aussi, ce que l'auteur va appeler des déportations de population en masse. Donc voilà, c'est une période qui n'est pas du tout tranquille. C'est une période prospère, certaines cités sont plus fortes que d'autres, donc elles contrôlent globalement les voisins aux alentours, mais il y a toujours quelqu'un pour essayer de faire une guerre, de faire une nouvelle conquête, de faire une nouvelle révolution, et il y a toujours des envahisseurs qui viennent de l'Est et qui essayent de prendre possession d'une ville, d'un territoire, d'un empire. Donc on va traverser toute la Mésopotamie dans ce livre. Donc je vous le disais, 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à globalement la fin, 500 après Jésus-Christ. Et on ratisse très large, on nous parle de tout d'une manière très précise. Donc j'ai pas mal d'exemples, je vais peut-être pas tout vous citer, mais j'ai pas mal d'exemples dans ce livre, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il faut quand même dire que ce livre est un livre fait par un spécialiste, qui n'est pas un livre de vulgarisation. Il est au-dessus de la vulgarisation, on est déjà dans de la donnée précise, et parfois dans de la donnée extrêmement précise. Il y a quelques petits passages, pour les non-initiés, qui voudraient simplement survoler le sujet, qui sont déjà trop pointus. On va nous parler de strates, on va nous parler de typologie de céramique, avec la céramique, évidemment, c'est un marqueur archéologique extrêmement important, c'est un des marqueurs d'évolution de sociétés, de civilisation les plus importants en archéologie, donc connaître l'évolution d'un type de céramique, évidemment, c'est capital pour comprendre comment des couches se succèdent, comment des civilisations, plutôt des cultures, en remplacent une autre. Et donc, l'auteur ne fera pas économie de ça, il va nous en parler de temps en temps. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même assez fréquent. Il y a des choses précises. Il n'empêche que c'est très intéressant, mais il faut le savoir. C'est pour quelqu'un qui a envie d'avoir beaucoup de données. Après, on peut toujours, pourquoi pas, passer certaines parties où il y a trop de détails sur la céramiologie, mais globalement, il faut savoir que c'est pas un livre très 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 facile d'accès, mais c'est un très bon livre. Je vais vous citer quelques exemples de choses intéressantes que j'ai relevées. Encore une fois, le livre parle de tous les sujets presque imaginables concernant la Mésopotamie. Je vais vous parcourir l'index juste pour vous donner une idée. On nous parle du cadre géographique, évidemment, on nous parle du passage de la vie en grotte au village, du village à la cité, de la naissance de la civilisation. On nous parle des dieux de Sumer, des héros de Sumer. On nous parle du royaume de Ur, des Akkadiens, du fameux Hammurabi, j'y reviendrai tout à l'heure. On nous parle des invasions, des peuples nouveaux qui vont arriver, des peuples indo-européens. Et après, on nous cite un tas de peuples, notamment les Assyriens, qui vont déférer
déferler dans cette zone, les Chaldéens, on nous parle de Babylone évidemment, et on nous parle de la chute et de la mort globalement de la civilisation. Voilà, on ratisse très large dans ce livre, et c'est pas exhaustif, mais presque, presque. Ce n'est pas si épais, 350 pages de lecture, mais il y a beaucoup 450 pages, pardon, mais il y a beaucoup d'informations. Je vais vous citer quelques exemples, j'en ai noté là, comme je le disais à l'instant, et là je vais vous parler de l'agriculture. Alors évidemment, l'agriculture, on situe ça entre 10 et 12 000 ans avant Jésus-Christ, entre 8 000 et 12 000. Et on se pose toujours la question de savoir comment est-ce que on est passé du chasseur-cueilleur à la fameuse révolution néolithique. Théorisé par un archéologue célèbre, Gordon Childe, on va en reparler d'ailleurs dans ce livre, et évidemment on se pose toujours des questions, pourquoi, comment est-ce qu'on est passé de chasseurs d'animaux, de ramasseurs de baies, de fruits occasionnels, à une sédentarisation en se disant voilà, c'est mieux d'avoir des contraintes, finalement, des contraintes quotidienne, avec de l'élevage, avec de l'agriculture, parce que évidemment il y a une contrainte, il y a une contrepartie à la sédentarisation et au néolithique par rapport au paléolithique, c'est la contrainte du travail. On ne peut pas véritablement parler de travail à la préhistoire. On est rythmé par une contrainte de vie, il faut manger, il faut se chauffer, il faut s'habiller, il faut tailler des outils, mais on est nomade, on suit le bétail. On peut se sédentariser un tout petit peu sur quelques mois, mais globalement, on suit le bétail et on va où les richesses sont là. Et on n'a pas idée de se dire, et si on organisait des enclos, si on maîtrisait l'agriculture pour pouvoir se sédentariser. La sédentarisation amène du positif, ça amène évidemment un certain confort lié aux ressources. On va pouvoir gérer son stock. On va pouvoir éventuellement aussi peut-être un peu mieux se protéger, on va pouvoir rester à un endroit qui nous convient, éventuellement aussi, mais il y a cette contrainte du travail, une répartition des rôles, et on pourrait dire un début de la richesse. Il y a une certaine richesse à la préhistoire, avec des outils, avec des parures, mais évidemment elle est moindre par rapport à la notion de richesse du néolithique, où là on peut commencer à stocker, et se dire finalement le blé que je stocke, ou les animaux que j'ai en élevage, ils peuvent être précieux sur le marché de l'échange, de la monnaie. Donc on commence à avoir des richesses, et évidemment c'est le début de notre civilisation. On tombe dans un autre monde. C'est pour ça que c'est passionnant, le passage de la préhistoire à l'histoire, au néolithique. Bon, on n'en est pas là, et on aborde évidemment le néolithique dans ce livre, on nous en parle aussi, mais c'est pas son sujet, même si évidemment ça fait partie des 2 premiers chapitres. Donc là, je vais vous parler, je vais vous lire pour vous donner un peu la teneur du livre, et je vais vous lire un passage sur l'agriculture et sur la naissance de l'agriculture dans ces régions. Donc on est sur le 2e chapitre, je crois, il me semble bien, oui, de la grotte au village, et on est sur des périodes de 6500, 7000 avant Jésus-Christ. Voilà ce qu'on nous dit sur ce phénomène. On a longtemps dit et répété que cette révolution s'est produite dans l'arc de montagneux qui entoure le croissant fertile. C'est comme ça qu'on appelle cette zone. Parce que c'est la seule région du monde où le blé amidonnier, l'engrain et l'orge poussent à l'état sauvage. Mais en 1966, 2 botanistes, Arlan et Zohari, qui séjournaient en Turquie, constatèrent que ces céréales y couvrent aujourd'hui encore des milliers d'hectares. Et se posèrent la question. Pourquoi cultiver une céréale là où elle pousse naturellement aussi dense que dans un champ cultivé? Arlan partit un jour armé d'une faucille à lame de silex et récolta en 1 heure assez de blé pour produire 1 kilo de grains purs. 2 fois plus riche en protéines que le blé domestique. Ça, c'est très important. Il calcula qu'en 3 semaines de travail modéré, une famille pouvait récolter ainsi plus de grains qu'elle ne pouvait en consommer en 1 an. Cette expérience célèbre remit tout en cause. Qu'est-ce qui a poussé l'homme préhistorique du Proche-Orient à essayer à tout domestiquer des céréales qu'il avait pourtant en abondance à portée de main? C'est vrai que c'est une question capitale qu'on se pose. Je poursuis.
Je vous lis un petit peu en longueur cette partie, mais elle est intéressante. Childe, donc c'est Gordon Childe, j'en parlais tout à l'heure, avait jadis évoqué un changement progressif de climat vers la sécheresse. Mais de récentes études paléoclimatologiques n'ont révélé au début de l'Holocène, c'est-à-dire notre période après la préhistoire, l'Holocène c'est la dernière période, la grande période géologique dans laquelle on est encore aujourd'hui, aucune variation assez importante pour modifier profondément la faune ou la flore dans tout le Proche-Orient. Plus récemment, diverses théories ont été proposées, dont la plus attrayante basée sur le dit modèle d'équilibre de Binford, qui a été développé par Flannery. Selon cet auteur, les populations de chasseurs-collecteurs paléolithiques vivaient dans des niches écologiques, des habitats privilégiés par le milieu naturel et tendaient à se maintenir en équilibre au-dessous des capacités maximales de ce milieu. Cependant, la surpopulation inévitable de ces zones centrales a obligé certains groupes à émigrer vers des régions marginales aux ressources plus restreintes, où leur arrivée a stimulé la recherche de nouvelles sources de nourriture, etc., etc. On conclut en nous disant également, un peu plus loin, chacune des théories proposées contient sans doute une part de vérité, mais elles restent des hypothèses invérifiables. Par ailleurs, aucune d'entre elles ne semble faire une place suffisante à certaines caractéristiques de l'homme, notamment sa culture, entre guillemets, au sens affectif et spirituel du terme, et son insatiable curiosité, son désir de connaître, d'essayer, de reproduire des phénomènes observés par hasard, d'expérimenter pour voir, etc. etc. C'est vrai que il y a toujours des inconnus dans cette quête de savoir archéologique. On ne sera jamais sur place pour tout comprendre. Et il ne faut pas sous-estimer l'expérimentation, la quête du savoir, comme c'est dit. Quand on a maîtrisé le feu, pour pas dire inventer le feu, maîtriser la mise en place d'un foyer, on a d'abord certainement vu des incendies naturels suite à des sécheresses, à des orages. On s'est dit que c'était intéressant, sans doute que un jour, des chasseurs-cueilleurs préhistoriques ont mangé du gibier qui était cuit par un incendie. Ça a dû arriver. Ils ont dû se dire ah bah oui, c'est mieux. On a expérimenté. Sans doute qu'un jour on a cogné des silex. On a vu qu'il y avait des étincelles. En taillant, en voulant tailler un chopper, enfin un outil préhistorique primitif. On s'est dit que ça faisait des étincelles, sans doute on a embrasé un jour de l'herbe, et voilà. Donc l'expérimentation, on insiste, on le fait une seconde fois, on essaye encore et encore, et on obtient ce qu'on veut. Et donc sans doute que pour l'agriculture, pour l'élevage, c'est un petit peu la même chose. C'est un propos qui va revenir dans le livre assez fréquemment, on ne sait pas toujours. Il faut accepter de ne pas savoir, c'est pour ça qu'on travaille tout le temps en archéologie et en histoire. Et évidemment, il y a toujours une part d'inconnu. Mais cette sédentarisation qui a bouleversé le monde, parce que on a là les prémices de la civilisation, évidemment c'est capital à comprendre et c'est passionnant. Je voulais vous lire un extrait de récit très détaillé, mais je sais pas, je pense que je vais en faire l'économie. C'était vraiment pour prévenir les gens que le récit pouvait être pointu et détaillé. Là, on allait nous parler de céramique en nous parlant de niveau 1, de niveau 2, de niveau 4, de niveau 5, de strates différentes, de typologies de céramique différentes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça n'empêche pas la lecture, mais il faut le savoir. Bon, on l'a pas tout le temps. Là, je l'avais noté, mais en fait, c'est un peu trop long. Croyez-moi sur parole, il y a de temps en temps des données techniques. Il faut les digérer. Même si on maîtrise pas tout, c'est pas grave. On peut les passer, comme je le disais, ou alors on accepte de les lire. Par contre, je vais vous lire un petit passage sur la naissance de l'écriture, parce que évidemment, pourquoi la Mésopotamie est une ère chronoculturelle capitale et intéressante, entre autres choses, c'est parce qu'il naît l'écriture. Avec cette fameuse écriture cunéiforme faite avec des coins dans des tablettes d'argile, et là l'auteur nous en donne un avant-goût. Donc je vous lis un petit passage. Aucune époque, si ce n'est notre 19e siècle, n'a connu autant d'innovations techniques que la lointaine période d'Uruk. Mais ces innovations majeures, qu'ont été la roue, la voile,
l'art, la production industrielle de vaisselle et d'objets en métal pâlissent à côté de l'invention de l'écriture. En effet, c'est dans les temples archaïques du niveau 4B, oui, je ne vous mentais pas, de l'Enadruk, daté de 3300, qu'apparaissent les plus anciens textes du monde sous forme de tablettes pictographiques. Et il n'est sans doute pas fortuit que l'écriture soit née à Uruk, car cette énorme ville, la plus vaste de l'Orient antique, était probablement le centre administratif et commercial de toute la basse Mésopotamie. L'écriture, probablement inventée par les Sumériens et utilisée par eux, puis par les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens pendant toute la haute Antiquité, et que l'auront emprunté presque tous les peuples voisins, proto-syriens, cananéens, hittites, hurrites, élamites et les Perses, avaient le plus souvent pour support l'argile et pour instrument le roseau, tous deux abondants dans le sud de l'Irak. La technique en était simple. Dans le vase plein d'eau où elle était conservée, le scribe saisissait une motte d'argile fine, bien épurée, en arrachait un morceau et la façonnait à la main en une sorte de coussinet ou de plaque de la taille qu'il désirait. Puis avec la pointe d'une tige de roseau, il dessinait dans cette pâte des signes qui exprimaient sa langue. La tablette, on dit dub, D-U-B en sumérien, était alors séchée au soleil, soit cuite au four. Les tablettes cuites ainsi sont quasiment indestructibles. Bon, c'est beaucoup plus long que ça. C'est pour ça qu'on a retrouvé énormément de tablettes gravées et qu'on a un contenu quand même très très important de textes administratifs, de poésie, de littérature, de mythes. Pour la Mésopotamie, on a vraiment beaucoup de tablettes de cunéiformes. Je vais vous faire apparaître là à l'écran l'évolution de cette écriture de 3500, 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à la période de la fin de l'époque, 5e siècle à peu près. On va voir l'évolution et vous allez voir un petit peu comment sont structurés ces coins, cette écriture cunéiforme qui au début est plutôt figurative et un peu comme des hiéroglyphes égyptiens, au tout début en tout cas de la période, et qui va tendre vers l'abstraction totale avec un système codifié de formes qui correspondent à des syllabes, à des sons. Voilà. Donc évidemment, ça c'est toujours passionnant de voir la nécessité, l'idée qui jaillit et de se dire, bon bah voilà, on va archiver certaines choses, on va archiver des contes, on va archiver notre religion, on va archiver des poèmes, et on va aussi faire des comptes, cette fois-ci des comptes fiscaux. On va prendre des notes, on va établir des héritages, des textes juridiques. Tout ça, c'est la preuve d'une civilisation qui se structure, qui est avancée et qui évidemment donne les prémices de nos civilisations ultérieures. Un autre thème intéressant, je vais vous lire une petite partie, c'est sur les mythes. Parce qu'évidemment, le livre fait la part belle à la mythologie. On va nous parler des grands héros. Il y en a un qui est très connu, Gilgalad. Non, Gilgamesh, excuse-moi. Et pourtant je le sais, qui est un conte mythologique, une épopée dont se sont inspirés d'autres mythes plus tard, et on a des éléments dans la mythologie égyptienne, on a des éléments dans la mythologie grecque qui reprennent l'épopée de Gilgamesh. Et on se dit, ah bah oui, évidemment ça vient de là. Tout comme le déluge biblique, eh bien il est issu d'un déluge mésopotamien. Il y a exactement la même chose en Mésopotamie, avec un héros qui va sauver des animaux dans un immense bateau, il y a un déluge, c'est exactement pareil. Donc ce sont quand même les fondements des grands mythes que l'on retrouve en Mésopotamie. Donc je vous lis un petit exemple, là sur ces légendes, là on va se rapprocher des mythes grecs en réalité. Donc on nous parle avant d'un conte mythologique, et je vous prends en plein milieu. Ne vous inquiétez pas, on comprendra quand même. Cependant, les rapports entre Yana et Dumuzi n'étaient pas toujours aussi tendres, et un texte célèbre nous montre la déesse sous un jour beaucoup moins favorable. Il s'agit du mythe de la descente d'Inanna,
ou bien Ishtar, on parle d'Ishtar également. La descente aux enfers. Le nom déjà, ça va vous évoquer quelque chose chez les Grecs. Dont nous possédons deux versions, l'une sumérienne, l'autre assyrienne. Dans la version sumérienne la plus détaillée, Yana descend effectivement dans ce qu'on appelle le pays sans retour, se dépouillant d'un vêtement ou d'un bijou à chaque étape, pour arracher ce domaine à sa sœur Ereshkigal, la Perséphone sumérienne. Vaincue, elle est mise à mort puis ressuscitée à l'aide d'Enki, mais elle n'est autorisée à retourner sur Terre qu'en promettant de se trouver un remplaçant. Après avoir longtemps erré à la recherche d'une victime potentielle, c'est son insouciant amant qu'elle choisit. Saisie aussitôt par les démons, Dumuzi disparaît et est pleurée par sa sœur Gestina, déesse de la vigne. Finalement, émue par les lamentations de son amant, Inanna décide que Dumuzi passera la moitié de l'année sous terre et Gistanana l'autre moitié. Le rite du mariage sacré, probablement originaire d'Uruk, mais pratiqué dans d'autres villes, ne semble pas avoir survécu à la chute de la dynastie d'Isin. Après cette date, Dumuzi, appelé Tammuz par les Sémites, tombe au rang de divinité secondaire, vaguement rattachée aux enfers. On se souvient de lui comme de l'amant d'Ishtar, mais tandis que celle-ci brille au firmament en tant que planète Vénus, lui n'est que la constellation d'Orion. Donc on nous fait le rapprochement, on nous parle un peu plus loin, donc je vous fais une petite ellipse, on nous parle d'autres divinités. Dieu de la végétation est plus ou moins assimilé à Osiris, il devient Adon, le Seigneur. Cet Adonis dont les foules pleurent la disparition annuelle à Jérusalem, à Byblos, à Chypre et même plus tard à Rome. Selon une légende grecque, Perséphone et Aphrodite se disputaient le beau jouvenceau lorsque Zeus intervint et décida qu'il partagerait désormais l'année entre ces deux déesses. Ainsi, le vieux mythe sumérien de la descente d'Inanna aux enfers n'était pas tombé dans l'oubli. Par des voies que nous connaissons mal, il avait atteint, comme tant d'autres mythes et légendes de Mésopotamie, la rive de la mer Égée pour arriver donc en Grèce plus tard. Alors il y a beaucoup d'autres exemples comme celui-ci qui nous font le lien direct entre la Mésopotamie et les mythes, alors je vous le disais, un peu égyptiens, grecs, et aussi pour certains, j'évoquais le déluge tout à l'heure, des mythes bibliques. Ça c'est toujours intéressant de comprendre que rien ne vient de nulle part. On a souvent, alors au départ il peut y avoir évidemment une création ex nihilo d'un mythe, mais ces mythes sont parfois très anciens, ils sont perdus pour la mémoire collective. On peut avoir des mythes qui ont 15 000 ans, et les avoir totalement perdus, enfin en tout cas en avoir perdu la trace pour des périodes aussi reculées. J'avais évoqué ça dans les livres de Claude Lecouteux, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, des livres qui parlent de la mythologie celte, principalement, la mythologie également qui est européenne, on va dire, qui était encore présente au Moyen-Âge et qui parfois était présente jusqu'au 19e siècle dans les campagnes d'Europe, et qui peuvent avoir des racines extrêmement anciennes, peut-être 8000 ans, pourquoi pas plus, pourquoi pas 10 000 ans, des mythes très anciens dont on n'a pas la trace parce qu'il n'y a pas de récit écrit, on n'a que les grandes sagas nordiques qui ne sont pas si anciennes que ça, qui sont du 9e siècle de notre ère, je crois si ma mémoire est bonne pour les plus anciennes sagas islandaises, autour de l'an 1000 en tout cas, et donc on doit imaginer que ces mythes sont beaucoup plus anciens et peuvent remonter très très loin. C'est exactement la même chose avec ces mythes mésopotamiens qui eux-mêmes prennent sûrement racine ailleurs, dans des mythes très anciens. En tout cas, c'est vraiment intéressant de faire le lien avec ce qu'on a encore aujourd'hui, et pour comprendre comment ces mythes se diffusent un peu partout. On pourrait dire la même chose avec Jésus-Christ, évidemment. Le personnage de Jésus-Christ emprunte à pas mal de personnes. C'est un peu le leitmotiv de Michel Onfray qui en parle régulièrement. Et effectivement, c'est vrai qu'on a des caractéristiques de Jésus-Christ qu'on retrouve dans d'autres personnages. Et je le disais, encore pour l'histoire du déluge, on a ce mythe du déluge en Mésopotamie. Je vous disais qu'il allait être question de guerre dans ce livre. Il y a beaucoup de questions de guerre. Il y a beaucoup de guerres entre toutes ces peuplades. La guerre est inhérente aux civilisations. Les gens se font la guerre.
les territoires sont conquis, il y a des envahisseurs, il y a des envahis, il y a des gens qui se défendent et d'autres qui ne se défendent pas ou qui n'ont plus la capacité de se défendre. C'est comme ça que tombent des civilisations. On a ça tout au long de l'histoire de l'homme et ça continuera et ça continue aujourd'hui. Évidemment, une civilisation, ça se défend. Si une civilisation ne se défend pas, si elle n'est plus consciente d'elle-même et d'être fragile, eh bien elle périclite et elle peut disparaître sous les coups de butoir d'envahisseurs, de changements culturels. Et c'était déjà comme ça à l'époque de Sumer. Donc évidemment c'est riche d'enseignements parce que quand on a une bonne connaissance historique, on comprend très bien que l'histoire est fragile, que les civilisations le sont, que parfois des restes de civilisation peuvent perdurer. On est les héritiers des Grecs, de Rome. Et évidemment, il reste un peu de la Grèce et un peu de la Rome antique en nous. Évidemment. Mais globalement, il y a quand même des grands pans de cette civilisation qui ont disparu, notamment la religion. Les Romains, les Grecs avaient une religion extrêmement puissante, foisonnante, et elle s'est étiolée petit à petit. Elle a disparu même dans les terres ancestrales. En Grèce, à part quelques marins, je l'ai vu une fois dans un documentaire, c'était pas que pour l'anecdote, quelques marins s'amusent par tradition à remercier Poséidon. Évidemment, c'est totalement résiduel. Ça a été remplacé par la chrétienté. Aussi bien en Grèce qu'en Italie, a fortiori naissance avec Saint-Pierre de Rome. Et évidemment, même les envahisseurs, finalement, des grandes invasions du 3e, du 4e, du 5e siècle en Europe, ils ont fini par se convertir au catholicisme parce que la religion était très forte à ce moment-là. Donc évidemment, tout est remplacé. Quand on a ce genre de lecture, et qu'on voit les conflits, et qu'on voit la disparition de civilisations pourtant florissantes, importantes, on comprend la fragilité de nos civilisations, on comprend pourquoi il faut les défendre. Donc là, je vous cite un court extrait, c'est pour vous donner la tendance des batailles, des conflits, qui sont légion, hein. Ça n'arrête pas de se battre. Et évidemment, on n'est pas tendre avec les gens à l'époque. Donc là, on va parler de Sumer et d'un roi très important qui s'appelle Sargon. Ayant établi sa suprématie sur Sumer, Sargon entreprit de neutraliser les deux puissances qui menaçaient son royaume, Ebla et Awan, en les attaquant sur leur propre terrain. De la campagne qu'il conduisit le long de l'Euphrate, donc c'est le fleuve qui coule en Mésopotamie, le fleuve capital, il y a deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui sont évidemment essentiels à la survie pour fertiliser les terres. Donc, qui conduisit le long de l'Euphrate jusqu'en Syrie du Nord, nous savons peu de choses. Le roi d'Akkad dit simplement qu'en atteignant Toutoul, il se prosterna devant Dagan, le grand dieu du Moyen-Euphrate et du pays d'Ebla, et que Dagan, entre guillemets, lui donna tout le haut pays, Mari, Yamurti et Ebla, jusqu'à la forêt des cèdres et la montagne d'argent, fermez les guillemets. Périphrase qui désigne l'Amanus et très probablement le Taurus, donc une région du sud-est de la Turquie, si je ne me trompe pas, montagneuse. Il semble que ni Mari ni Ebla ne furent détruites, et sans doute le conquérant se contenta-t-il d'un tribut et d'un serment de vasselage. En accédant à ces montagnes, il s'assurait un approvisionnement en bois et métaux, qui pouvait désormais être transporté sur l'Euphrate jusqu'au quai d'Aggad, sous l'œil vigilant d'officiers du roi, postés tous les 55 km environ. Mais si la guerre syrienne paraît peut-être faussement n'avoir été qu'une promenade militaire, il fallut à Sargon 2 campagnes pour venir à bout du royaume d'Awan et de son allié, le royaume de Waraché. Ces 2 royaumes voisins étaient situés dans des montagnes du sud-ouest de l'Iran, et le plus puissant d'entre eux, Awan, était entouré d'États vassaux dirigés par des gouverneurs. Il devait plus tard être englobé par d'autres principautés dans la confédération élamite. Alors on nous parle encore de bataille, évidemment. Il va être question beaucoup de captivité, beaucoup d'exemples
Les Mésopotamiens ne sont pas tendres. En fait, ils n'hésitent pas à décapiter les gens, à les pendre, à les écorcher, à éliminer tout un pan de militaires, parfois des civils également, et de temps en temps ils assimilent des gens, mais toujours est-il que c'est une période évidemment extrêmement cruelle avec notre lecture du 21e siècle. Elle est à l'époque capitale pour se défendre. On imagine qu'on fait aussi régner l'ordre par la terreur qu'on impose, par la crainte qu'on suscite auprès des opposants potentiels qui eux-mêmes ne demandent qu'une chose, c'est nous éradiquer. Donc évidemment, il faut remettre tout ça dans ce contexte historique. Donc voilà, des guerres, il y en aura en permanence. Je le disais tout à l'heure, toutes ces cités se font la guerre. Et là, on parle de Ur, Lagash, Akkad, Uruk, Sumer, donc toutes ces grandes cités-États qui se succèdent, qui coexistent, eh bien, elles ne vont avoir de cesse que de se faire la guerre en permanence et aussi de se défendre face aux envahisseurs. Je vais vous dire un petit mot sur le fameux code d'Hammurabi. Hammurabi, c'est un roi. Et évidemment, ce code, il est extrêmement célèbre, non seulement pour l'archéologie de Mésopotamie, pour l'histoire. C'est un texte gravé dans la pierre. C'est peut-être du basalte, je ne m'en souviens plus. Et il est aussi célèbre pour nous Français parce que cette pierre gravée, elle est au Louvre. Donc pour ceux qui passent à Paris, si vous passez à Paris, évidemment, allez au Louvre. Et si vous allez au Louvre, allez voir le code d'Hammurabi, cette stèle qui nous laisse une preuve de cette volonté de structurer la société, de graver les lois dans la pierre et de créer un code. Il y a un peu la loi du talion hein, dans le code de Hammurabi. Si tu as coupé la main de quelqu'un, on te coupe la main. Si tu as tué le fils de quelqu'un, on tue ton fils, ce genre de choses. Et donc, alors ça peut être plus assoupli que ça, hein. Mais en tout cas ça existe. Et donc ce code, il est capital parce qu'évidemment c'est une des preuves les plus précieuses, archéologiquement parlant, qu'on possède sur cette invention des lois. Il y a des codes préexistants à Hammurabi, l'auteur nous en parle. Parfois on n'a que des données partielles, mais il y a eu des tentatives, c'est pas le premier, hein, mais il y en a d'autres. Celui-ci reste important parce que, encore une fois, il est au Louvre, il a été étudié et il est intact. Donc je vous lis un petit passage sur ce fameux code d'Hammurabi. Le code distingue trois catégories sociales. L'Awelum, le Muskenum et le Wardum. Le mot Awelum signifie simplement homme, et peut être lu comme tel dans un certain article du code. Ailleurs, il a un sens plus spécifique qui a été traduit par homme libre, entre guillemets. Seigneur, ou membre de l'élite. Le Wardum est l'esclave, acheté à l'étranger ou recruté, comme jadis, parmi les personnes incapables de rembourser leurs dettes. Ou les prisonniers de guerre, oui, il nous parle beaucoup de ça, des gens qui sont esclaves parce qu'en fait ils ont trop de dettes. L'esclave jouit de certains droits. Il peut être affranchi ou adopté et même épouser la fille d'un homme libre. Article 175-176. Pourtant, le crâne rasé, à l'exception d'une mèche, il est la propriété de son maître et la loi punit de mort quiconque l'aide à s'enfuir ou lui donne asile. Article 15-16. Le Muskenum se situe entre l'Awelum et l'esclave et semble être lié de façon assez vague au palais. Il jouit de certains privilèges et est soumis à certaines obligations, mais on ne peut guère aller plus loin dans sa définition. Nul ne sait s'il s'agit d'un fonctionnaire subalterne ou d'un de ces nombreux sujets du roi qui reçoivent de lui une terre et une maison inaliénables, mais transmissibles à leurs héritiers et en contrepartie sont soumis à certaines obligations, notamment aux corvées et aux services armés. Institution qui est appelée Ilkum. Ces différences entre ces trois catégories sociales apparaissent clairement dans les dispositions pénales du Code. Ainsi, lorsqu'une femme enceinte avorte à la suite de coups qu'elle a reçus, son agresseur doit payer 2, 5 ou 10 cycles d'argent, c'est une base établie, selon qu'elle est esclave, fille de Muskenum ou fille d'Awelum. Si la femme meurt,
il doit peser, entre guillemets, un tiers de mine, 66 grammes, d'argent, dans le cas de l'esclave, et qui est exécuté dans les deux autres cas, articles 209-214. De même, à quiconque crève un œil, ça c'est resté célèbre, hein, crève un œil, ou brise un os, ou une dent d'Awelum, on crève un œil, on brise un os, ou une dent. Mais les mêmes blessures sont payées de mines d'argent si la victime est un muskenum, et de la moitié de son prix si c'est un esclave. Donc, etc., etc., on nous parle de ce code, il est détaillé un peu plus longuement dans ce chapitre. Alors évidemment, là, on voit bien, il y a un tas de choses à dire. On a des données précises sur la société, on nous parle d'esclavage, on nous parle de division, donc il y a des hommes libres, il y a des esclaves, et il y a des gens rattachés au roi, au palais, peut-être ce qu'on pourrait dire des fonctionnaires. Et donc ces gens ont un statut différent. Il n'y a pas l'égalité pour tous, mais la loi est adaptée en fonction du statut. Mais par contre, tout le monde paye. Même si un esclave est tué, il y a quand même quelque chose à payer. C'est pas l'impunité totale. Mais on nous parle évidemment quand même d'esclavage. Donc ces peuplades d'Irak, on va situer cette grande zone sur l'Irak, pas que, mais en grande partie. Évidemment, elles pratiquent l'esclavage il y a déjà 3000 ans, là c'est 1750 avant Jésus-Christ pour le code d'Hammurabi, mais 2000 ans, 3000 ans avant, c'est une très vieille pratique qui va perdurer tout au long de la Mésopotamie. Donc voilà, on a ce code qui est capital pour comprendre qu'effectivement, on a quand même des lois, on ne fait pas n'importe quoi, on est dans une société structurée, qui n'est pas égalitaire, mais qui essaye quand même de tendre vers une certaine justice sociale. Et d'ailleurs, on nous en parle un peu plus longuement, il y a une certaine justice également pour les femmes, pour les veufs, pour les femmes divorcées, pour ce genre de choses, et pour les héritages. Et on n'est pas sur une société totalement phallocrate. Il y a une certaine vision de l'égalité entre les sexes. On va nous parler plus loin je vais revenir là-dessus, je voulais en parler avant, mais je vais vous citer l'exemple parce qu'il est assez édifiant. On va nous parler encore largement des conquêtes. Et qui dit conquête, je le disais tout à l'heure, en dépit des codes, en dépit des sociétés structurées par un code comme celui des Morabi, on a une grosse violence qui est présente. Et je voulais vous lire le passage, parce qu'il y en a plusieurs, hein, des passages comme ça. Là, on a du récit issu de tablettes d'argile, et on a le texte de l'auteur. Et vous allez voir que c'est pas piqué des hannetons, quand on parle de violence, c'est très violent. Donc voilà. Donc là, on nous parle de population et de conquête, et de populations qui sont un peu terrorisées par l'arrivée de guerres, l'arrivée d'envahisseurs, et par simplement les conflits inhérents à cette époque. Elles, ce sont les populations, elles ont toute raison de trembler, car Ashur-Narsipal, c'est un roi de cité-État, est précédé d'une solide réputation de cruauté. Certes, cette époque était dure et cruelle, et manifestement, quelques exécutions spectaculaires pour l'exemple, une atrocité calculée, entre guillemets, largement diffusée par le texte et l'image, et sans nul doute transmise de bouche à oreille, s'avérait nécessaire pour obtenir le respect et imposer l'obéissance, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Tous les conquérants et tyrans de l'Antiquité, et plusieurs dans les temps modernes, ont pratiqué peu ou prou une politique de terreur, mais Ashur-Narsipal s'en est peut-être trop vanté. Non seulement les chefs rebelles ont été torturés avec des raffinements sadiques, mais un certain nombre de captifs désarmés, de femmes et d'enfants, ont péri dans ces répressions, sans qu'on puisse toutefois parler de génocide systématique. Donc deux points, ouvrez les guillemets, là, ce que je vais vous citer, ce sont des sources anciennes tirées de tablettes de l'époque. Je bâtis un pilier devant la porte de la ville, et j'écorchais tous les chefs qui s'étaient révoltés contre moi, et j'étalais leur peau sur le pilier. Certains d'entre eux, je les emmurais dans le pilier, d'autres, je les empalais sur des pieux sur le pilier.
D'autres, encore, je les empalais sur des pieds autour du pilier. J'en écorchais beaucoup à travers mon pays et je drapais leur peau sur les murs. Je brûlais beaucoup de prisonniers parmi eux, je capturais beaucoup de soldats vivants. De certains, je coupais les bras ou les mains, d'autres, je coupais le nez, les oreilles, les extrémités. J'arrachais les yeux de nombreux soldats. Je fis une pile de vivants et une autre pile de têtes. Je pendis leurs têtes à des arbres autour de la cité. Je brûlais leurs adolescents, garçons et filles. J'abattis 6500 de leurs guerriers par l'épée et le reste, l'Euphrate les consuma à cause de la soif dont ils souffrirent dans le désert. Bon voilà, c'est assez éloquent. C'est pas la peine d'aller plus loin. Il y en a d'autres. Le livre ne regorge pas d'exemples comme ça, mais l'auteur nous dit ce qu'il y a à nous dire, nous transmet ce qu'il y a à savoir, sans censure, et il nous parle évidemment, en historien sérieux, de la cruauté de ces époques. Je le disais tout à l'heure, il faut remettre ça dans le contexte, mais on voit bien du niveau de violence dont on parle pour ces souverains. Ils n'étaient pas tous comme ça, bien évidemment, mais quand même, l'ambiance générale était à la cruauté et on n'était pas dans la miséricorde chrétienne, catholique, quand bien même on a eu notre part avec les croisades, réponse aux attaques musulmanes, évidemment du tombeau du Christ, et également des attaques de bandits sur le chemin pour aller jusqu'au pèlerinage de Jérusalem. Mais par rapport à cette époque, effectivement, on se dit que là, on est sur des niveaux de cruauté extrêmes. C'est marrant, ça rappelle un petit peu ce que les conquérants espagnols ont trouvé en Amérique du Sud, avec ces populations mayas, aztèques, qui écorchaient vivants, qui arrachaient des cœurs, qui faisaient dégouliner des litres et des litres de sang sur leurs fameuses pyramides, comme celle de Chichen Itza par exemple. Et on a des récits d'Espagnols, qui n'étaient pas des tendres évidemment, mais totalement abasourdis et écœurés d'autant de violence. Alors, chacun a toujours un plus violent que nous en réalité. Mais là on est sur des extrêmes violences, et il faut le savoir, c'est très ancien. Donc évidemment ça nous donne une vision assez particulière de l'époque. On va nous parler également pour rester dans ce sujet un peu particulier, de déportation de gens. Je vais vous lire un petit exemple là-dessus. Une pratique en Mésopotamie qui est assez répandue, ça, pour déplacer des populations, pour les forcer à aller vivre à un endroit, pour créer de l'acculturation, de l'assimilation contraint forcée. Et on a aussi besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens, et donc on déplace. Donc je vous lis un petit extrait sur ce sujet. C'est également Tégla-Phalazar, donc c'est un autre roi, qui introduisit en Mésopotamie la pratique des déportations en masse avec brassage des populations. Déporter les habitants des pays insoumis n'était pas chose nouvelle, mais jamais ces opérations n'avaient atteint de telles dimensions. C'est ainsi qu'au cours des campagnes syriennes, au début du règne, 30 000 habitants de la région de Hama furent transplantés dans le Zagros et remplacés par 18 000 Araméens de la rive gauche du Tigre. On est surpris d'apprendre que ces déplacements forcés touchèrent particulièrement la Babylonie, d'où 65 000 hommes, femmes et enfants en 744, avant Jésus-Christ bien sûr, et 150 000 en 729 furent transférés en Assyrie. Cette politique fut poursuivie par les successeurs de Tégla-Phalazar, et l'on a estimé à 4,5 millions le nombre total de personnes déplacées par les Assyriens à l'intérieur de l'Empire en 3 siècles environ. Sur certains bas-reliefs de l'époque, on voit des soldats assyriens encadrant de longues files d'hommes marchant, un baluchon sur l'épaule, et tenant par la main leurs enfants émaciés, tandis que les femmes et bébés suivent les charrettes. Spectacle pitoyable, certes, et sans doute réel, mais noirci pour la propagande. Car si l'un des buts de ces déportations était de punir les rebelles, de briser leur morale et d'éliminer tout esprit national, elle répondait à d'autres impératifs. Peupler les villes nouvelles dans les pays conquis et en Assyrie même, repeupler des régions abandonnées pour y développer l'agriculture, et enfin procurer aux Assyriens non seulement des soldats et une main-d'œuvre affectée aux travaux pénibles, mais aussi, puisque les rafles étaient larges, des artisans, des artistes, voire des hommes d'affaires, des scribes
et des savants, etc., etc. On nous en dit encore un peu plus long sur ces pratiques, là donc de 750 à peu près avant Jésus-Christ. Donc je vais conclure avec ce livre. On va nous parler de la chute très rapide d'empires. Parfois en 100 ans, une cité-État peut péricliter, parce qu'elle n'est plus tenue de la même manière, parce que il peut y avoir des mouvements de révolte, parce qu'un souverain peut être plus difficile, parce que des impôts peuvent être plus élevés, parce qu'on manque aussi parfois de nourriture, parce que les terres se sont asséchées à force d'être trop utilisées, on a du mal à faire pousser sur les rives du Tigre et de l'Euphrate malgré les canalisations. On ne pratique pas assez la rotation des terres et donc de temps en temps ces terres s'appauvrissent et c'est compliqué. Parce qu'il y a aussi évidemment des invasions, comme je le disais tout à l'heure, et donc on assiste rapidement à la chute d'empires qui avaient été florissants, et sur quelques centaines d'années, on a la fin d'empires gigantesques. Quand Alexandre le Grand, c'est vers 330-350 avant Jésus-Christ, va arriver dans ces contrées, il trouvera déjà évidemment un royaume qui n'existe plus. Alors les villes existent encore, on a encore la religion qui est présente, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a facilement des traces, on a encore l'écho de ce qu'a été cette civilisation, on a une écriture qui existe encore, mais évidemment l'empire perse lui-même et l'empire babylonien pardon lui-même est vraiment en mauvais état, il n'existe presque plus. Et on a ce que j'évoquais tout à l'heure, on a la fin d'une civilisation qui aura duré pas loin de 3000 ans, 2500 ans, 3000 ans, en tout et pour tout, si on parle de la période préhistorique, néolithique. Et donc on a un empire qui a une certaine cohérence pendant très longtemps, et qui a fini par s'effondrer, par raison, je le disais tout à l'heure, sociétale, une manière moins intelligente de tenir un État, des gens qui sont trop imposés, on a les invasions, évidemment. Difficile de contenir des invasions quand elles sont à répétition. On a également un phénomène qu'on aura avec les grandes invasions du 3e, 4e, 5e siècle pendant l'Empire romain. On a le même phénomène intéressant à comprendre, à savoir que il y a beaucoup de gens en Mésopotamie qui viennent de n'importe où. On a déplacé des peuples, comme je le disais tout à l'heure, là pour conclure, par ce phénomène de déportation, et on a mélangé des peuples qui viennent de partout. Alors, certains gardent un bout de religion, il y a des langues différentes, plusieurs langues qui cohabitent. Et on a du mal à avoir une cohésion. Et on aura à peu près la même chose, finalement, avec l'Empire romain. Dans les légions romaines, à partir du 3e siècle plutôt, on incorpore beaucoup de gens issus de l'Est, issus d'un peu partout. Et finalement, la cohésion de la citoyenneté romaine, elle perd de son sens. Et on a un peu un empire avec une forte cohésion qui se dilue dans du multiculturalisme. On peut dire ça un peu comme ça. Et on a la même chose en Mésopotamie. Et c'est une des explications, ce n'est pas la seule, mais c'est une des explications pour laquelle on va avoir du mal à tenir aussi l'empire plus longtemps. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour, j'aurais pu parler pendant 4 heures sur ce livre, sur ce sujet, qui est vraiment passionnant, qui est très riche. Je vous dis pas qu'on retient tout en sortant de ça, hein. Moi qui connaissais le sujet, évidemment beaucoup de choses sont déjà oubliées. Je vais me relancer dans un autre livre bientôt sur ce sujet pour un peu fortifier mes connaissances. Mais c'est un livre que je recommanderais. Si vous n'avez rien contre une lecture assez dense, comme je le disais au début, je vous recommanderais ce livre comme une bonne base de départ, parce qu'en fait il brasse toute la période
mésopotamienne, de la préhistoire jusqu'à la fin. Et ça, c'est intéressant, c'est bien écrit, c'est pointu, et c'est presque exhaustif. Il manque, comme je disais tout à l'heure, pour les plus curieux, les gens qui ont besoin de visuel, et moi j'aime bien avoir du visuel, pour rêver un petit peu. Il manque de jolies planches avec de beaux bâtiments, même s'il n'y en a plus beaucoup. Et je conclurai là-dessus, je le disais au début de ma vidéo, ces zones sont souvent en guerre depuis longtemps. Beaucoup de sites ont été conservés, sont en Irak, dans ces régions, au Liban, et c'est compliqué parce que beaucoup de sites ont été détruits, on ne peut pas faire toutes les fouilles qu'on voudrait faire, et c'est compliqué de travailler dans cette zone en réalité. Bon écoutez, voilà, lancez-vous, si vous voulez en connaître plus sur la Mésopotamie, ce sera un très bon départ, je vous le conseille vraiment, et vous passerez, je pense, un bon moment, ce qui vous permettra de vous dire, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin ou pas, ou est-ce que j'ai envie de me, entre guillemets, spécialiser sur une période, plutôt les Akkadiens, plutôt les Assyriens, plutôt les Babyloniens, et trouver des livres plus précis sur le sujet. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.